Au départ, dans la vallée, il n'y avait pas d'industrie de la tresse. Au XVIIIe siècle, on trouve des fabricants textiles, des tisserands, faisant des draps, des choses comme ça. On trouve la fabrique de rubans, une rubannerie artisanale qui est faite sur des métiers à tisser dispersés dans la campagne, mais il n'y a pas d'usine à proprement parler. Les anciens moulins à papier qui fonctionnaient jusqu'au XVIIIe siècle commencent à péricliter et où des locaux vont se trouver vacants, avec de belles chutes d'eau, donc de l'énergie disponible. La façade occidentale des Monts du Forêt, c'est quand même 100 ruisseaux. Donc il y a une capacité en chevaux-vapeur, hein, comme on disait autrefois, formidable. Le Livradois est une région où il y a une main-d'œuvre pléthorique. Il ne faut pas oublier que dans les années 1850-60, il y a 5 et 8 fois plus d'habitants qu'aujourd'hui. Les tresseurs stéphanois vont envoyer des contremaîtres qui vont s'installer dans les premières usines à Ambert et à La Forie, qui sont les familles Berne notamment et Rivolier, qui vont être les premières dans les années 1880, 85, 90 à venir en avant-garde. D'autres, comme les Homerins, seront à l'origine des meuniers installés à Noirat, dans l'ancienne papeterie, également vacante, qui vont se transformer en fabricants de perles à chapelet, et ensuite, pour diverses raisons, s'orienter vers la tresse et s'installer au lieu-dit Pont de Chantemerle sur la commune de Job. D'autres sont des mouliniers en soie ardéchois, comme la famille Gauthier, qui va d'abord s'installer à Valsivière, donc dans le haut de la montagne, puis à La Forie sur le ruisseau le Batifol, et qui migrera ensuite à Vertolaye. Là, on se trouve dans l'atelier historique. Ce sont des métiers que possédaient l'ensemble de nos confrères il y a 60 ans et que nous sommes les seuls à avoir conservé. Donc aujourd'hui, on ne fait qu'un seul type d'article sur ces métiers, c'est le croquet, qui est donc ce galon ondulé. C'est un article qui est très très ancien. C'est vrai que ça a une autre poésie que des métiers modernes. On peut prendre le temps de voir le cheminement de la canette. Ce sont des métiers qui sont techniquement beaucoup plus ingénieux que les métiers modernes qui n'ont fait que considérablement se simplifier. Et ça, c'est un geste qui se fait dans ces ateliers depuis plus d'une centaine d'années. Sur ces métiers-là, on arrive à faire une qualité que nous n'arrivons pas à faire pour ce qui concerne le croquet, que nous n'arrivons pas à faire sur des métiers modernes. C'est cet atelier, avec le maintien du savoir-faire historique et originel de la tresse, qui nous a valu cette reconnaissance d'entreprise du patrimoine vivant. Les plans des Menards, c'est 1909 et ça n'a pas bougé depuis. L'arbre ici, elle est jusque derrière, et derrière, il y a la roue à auger qui donnait directement la force motrice à l'origine de l'implantation. Donc voici l'âme de la société, l'explication de l'installation sur ce site. C'est la roue hydraulique. Donc le principe, c'est l'eau du Vertolaye qui était déviée dans ce bief et qui venait alimenter la roue force motrice de l'usine. En fonction du débit de l'eau, les métiers tournaient plus ou moins vite. Et puis ça a été beaucoup plus tard couplé à un alternateur. Et la société à l'époque, où il n'y avait que des métiers bois, était, on peut dire, quasiment autonome sur sa consommation d'électricité. C'était de la tresse, donc ronde, plate, ou du croquet, qui étaient destinés principalement à la confection, bien sûr. Donc un marché qui aujourd'hui n'a pas disparu, mais presque. Mais le métier par lui-même n'a pas changé depuis une cinquantaine d'années. Techniquement, on peut dire que le passage des métiers bois que nous avons encore au métier fer, puis au métier dit moderne, cette transition-là n'a été qu'une simplification des métiers qui ont permis des productions plus rapides.
Les métiers qu'il pouvait y avoir dans la tresse, les premiers, c'est ceux qu'on appelle les dévideurs. Ce sont les employés qui prennent le fil qui arrive alors à l'époque sur des échevaux, aujourd'hui sur des cônes, sur des cops, etc., et qui les mettent sur nos canettes. La deuxième opération consiste à mettre ces canettes sur les métiers. Ce sont originellement les gens qu'on appelle les lasteurs. Et puis la troisième opération consiste à conditionner les produits fabriqués. Ce sont les plieurs. Et puis il y a évidemment le gareur qui fait l'entretien et le réglage des métiers. Pour ce qui concerne la société Gauthier, les effectifs ont toujours varié entre 15 et 40 personnes. C'est toujours resté une petite structure familiale, comme on dit. Au départ, la tresse est essentiellement une tresse de fabrication de lacets de chaussures et de corsets, notamment pour les femmes. Ensuite, il va y avoir une évolution technologique qui va faire qu'on va employer d'autres types de fils. On va employer le fil de lin, surtout le coton pour les lacets, puis les fils de soie avant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis c'est dû, je pense, à l'intuition, l'intelligence aussi de ces petits patrons qui avaient un savoir-faire et qui suivaient un petit peu l'évolution des techniques. Par exemple, je prends le cas des Joubert qui faisaient de la drisse de parachute. Et bien, dès qu'il n'y en a plus eu besoin de fabrication de parachute, ils ont dit tiens, on va faire des tendeurs, on va mettre des crochets à chaque bout et on va donc faire des tendeurs qu'on va proposer pour différents services. Ils se diversifient, ils inventent sans arrêt de nouveaux produits et ils se maintiennent grâce à ça. Et ils emportent des marchés importants à l'extérieur. C'est un petit peu le génie rural de notre région, de savoir s'adapter en permanence à de nouveaux apports et de les sublimer, de les transformer et d'en faire autre chose. Alors ici, derrière moi, c'était l'entrée de la fenière. C'est là où on stockait le foin pour l'hiver, pour les bêtes. Donc bien entendu, c'était un petit peu différent. Hein. Et sur la partie qui est à ma droite, c'était l'écurie où il y avait les vaches. Mes grands-parents habitaient juste au-dessus. Le grand-père avait choisi cette propriété parce qu'il y avait le terrain pour ses vaches et puis il y avait une roue et une chute d'eau qui était donc l'énergie motrice, voilà, et qui servait à alimenter les premiers métiers à tresser. Mon grand-père était plutôt ce que j'appelle moi paysan artisan plutôt qu'industriel. Il a réussi à faire quelques tresses. À l'époque, des lacets de chaussures, des lacets de corsets. Ses enfants ont repris l'entreprise et ont continué à fabriquer des articles tressés en incorporant des fils de caoutchouc dans ces lacets de chaussures pour fabriquer de la tresse élastique destinée à la confection au départ. Et ensuite, on a mis un crochet à chaque extrémité pour fabriquer ce qu'on appelle un sando ou un tendeur. On s'est dirigé vers le sando parce que c'était un produit qui offrait une plus grande valeur ajoutée et sur lequel on était plutôt innovant et performant. Et comme il y avait une demande, ils ont essayé de les faire. Ils ont appris à fabriquer du câble élastique, et on s'est mis à fabriquer les crochets d'extrémité. Ils ont appris à utiliser des fils différents de ce qu'ils utilisaient pour les lacets de chaussures. Ils ont perfectionné le produit jusqu'à devenir aujourd'hui le leader mondial pour le sando ou le tendeur. Il y a eu la crise textile véritablement à partir des années 80. Il a fallu vraiment trouver d'autres domaines d'activité pour se développer. Alors ici on a la gamme de produits grand public, essentiellement sando et sangle. On a diversifié la production, il y a tout type de crochets d'extrémité qui sont en plastique surmoulé, donc il y a un insert métallique à l'intérieur qui lui donne une bonne résistance. L'évolution récente de l'entreprise depuis maintenant une quinzaine d'années est résolument orientée vers l'innovation. Alors on a innové dans nos métiers, on a innové sur le sando, on a innové sur de nouveaux produits, on est maintenant présent de plus en plus dans l'automobile, soit en première monte, soit auprès d'équipementiers. L'innovation pour nous, c'est primordial, ça nous permet de continuer d'exister. On se dit, tiens ça, on ne le fabrique pas, mais est-ce qu'on pourrait le faire? Et à partir du moment où on a cette démarche, il y a des fois ça réussit. Bon, il y a des fois ça rate, hein, je ne vous cacherai pas, mais bon, des fois ça réussit.
On fabrique toujours de la tresse, bien entendu, c'est une activité importante. On fabrique un peu moins de tresse en berre et de plus en plus dans nos filiales. Par la nature de nos produits, on était amené à délocaliser les fabrications, parce que sinon on n'existerait plus aujourd'hui tout simplement. Voilà, nous on était très fortement concurrencés par tous les pays asiatiques. On a essayé de lutter avec les mêmes armes et on s'est installé dans des pays à bas coût. On reste ici d'abord parce que au fil du temps, le savoir-faire, il est ici. Il n'y a pas d'école de tressage, c'est uniquement de la formation en interne. Et c'est les anciens qui apprennent aux plus jeunes. Quand quelqu'un s'en va, on essaye d'anticiper de façon à ce que le jeune qui rentre apprenne le métier avec lui. C'est un savoir-faire à tous les niveaux, du contremaître à l'opérateur. C'est vraiment un savoir-faire important qui demande quand même un petit peu de temps à acquérir. Chaque génération apporte quelque chose à l'entreprise. Je crois que le legs de nos aînés, c'est effectivement l'esprit d'entreprendre et le goût, la curiosité et l'ouverture d'esprit. Il y a une facilité, une faculté d'adaptation de la région permanente dans tous les secteurs d'activité. Ces petits patrons qui sont bricoleurs d'abord, qui savent faire eux-mêmes leurs machines, cette faculté d'améliorer sans cesse leurs machines, jusqu'à ensuite utiliser des fils métalliques ou des fils en matériaux composites, de façon à faire aujourd'hui des gaines isolantes, des gaines électriques, des gaines très techniques. Bonjour Sylvia, ça va? T'as pu tout garnir, c'est bon? Ouais, ça va? Bon mais parfait, tout fonctionne alors. Bon, parfait. Bassin-en-Berthois, c'est la capitale du tressage en France. Il y a énormément de tresseurs qui subsistent encore aujourd'hui. Alors chacun a un peu sa spécialité. Au départ, on est tous partis des mêmes métiers qui étaient le tressage de lacets de chaussures, la passementerie. Ensuite, chacun s'est un peu spécialisé dans un domaine d'activité. Nous, vraiment, notre savoir-faire, c'est les gaines isolantes. La technique du tressage, c'est vraiment l'entrecroisement des fils. Comme vous pouvez voir ici, chaque bobine fait le tour du métier. La technique n'a pas changé. À l'époque, c'était des métiers en bois. Aujourd'hui, c'est des métiers métalliques. Mais la technique reste inchangée. C'est toujours le principe du tressage. On a retrouvé la lettre qu'a écrit mon arrière-grand-père le 18 septembre 1927, donc pour installer son premier atelier de métier à tresser. Monsieur, je viens vous demander si vous n'aviez pas du matériel d'occasion en bon état, en métier à lacer. Sinon, veuillez m'envoyer le prix du matériel neuf et en quelle époque vous pourriez me livrer 5 ou 600 fuseaux pour l'installation d'une fabrique à lacer. Donc voilà la lettre d'où est partie un petit peu notre activité sur le tressage. Mon arrière-grand-père, il a décidé de se mettre à son compte, de racheter un ancien moulin à papier dans un village en Berre, le village de Ribert. Il a commencé par faire de la passementerie. C'était des lacets de chaussures, bretelles. Ça leur occupait pratiquement tout leur temps puisqu'ils travaillaient 12 heures de temps dans les ateliers. Ils vivaient vraiment pour subvenir à leurs besoins. Ils vivaient très modestement. Celle-ci, c'est une relique un petit peu particulière puisque c'est mon grand-père qui a entièrement fabriqué le métier. Il était vraiment manuel. C'est lui qui a fait toutes les pièces du métier à tresser. À cette époque-là, la région n'était pas très riche, donc il fallait se débrouiller par soi-même. Alors plutôt qu'effectivement acheter les métiers à tresser, certains produisaient leur propre métier à tresser. On faisait avec les moyens du bord, avec la récupération. Les métiers, il fallait les retaper, il fallait les nettoyer, les démonter entièrement chaque année pour les entretenir. Il fallait être bricoleur. Donc en 1959, quand il a repris la société, il a spécialisé l'activité dans le tressage de la fibre de verre et de la rayonne, donc du polyester. On est parti sur des fibres un peu plus techniques et ces gaines étaient utilisées pour l'isolation électrique de câbles. À partir des années 70, quand on s'est spécialisé dans la fabrication de gaines isolantes, ils ont développé en interne toutes les machines. C'est toutes des machines qu'ils ont bricolées, mon père et mon grand-père. Il n'y a pas de machines sur le marché qui permettent de fabriquer des gaines isolantes, de faire de l'induction sur des tresses fibres de verre. Tous nos confrères dans le bassin font de la même manière, développent leurs propres machines
qui leur permettent de fabriquer le produit fini dans les qualités demandées par le client. Donc chacun a ses propres machines, ses spécificités, et c'est un véritable savoir-faire qu'on essaye de défendre et qui nous permettent d'exister encore aujourd'hui et d'avoir de l'avance sur certains de nos concurrents, notamment asiatiques. Ce qui reste notre force, c'est vraiment de pouvoir répondre à des demandes particulières, développer des produits spécifiques à la demande, des petites quantités. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est encore vivant et ce qui devrait nous permettre de survivre encore dans les années à venir. Une des forces de notre société, c'est qu'on est familial. C'est ce qui fait que ça a été une réussite, puisque ça s'est toujours très bien passé, les transferts d'une génération à l'autre. Ils étaient entrepreneurs, ils avaient des idées et ils n'avaient pas peur de prendre des risques. C'est une des raisons de notre réussite aujourd'hui, je pense. On est reconnu dans notre secteur d'activité. Il y a une sorte de pérennité de l'entreprise, quelquefois sur 5, 6, 7 générations. Je crois que Ombrun, c'est la 5e génération. Moi, je pense qu'il y a une culture familiale d'entreprise qui se transmet tout simplement. Et à chaque génération apporte un plus. L'aventure familiale a commencé en 1906. Le grand-père de mon grand-père, qui s'appelait Jacques Ombrun, après une vie professionnelle bien remplie, d'abord de meunier et ensuite de fabricant de perles à chapelet, à 65 ans, il a eu l'idée avec son épouse de racheter un ancien moulin au lieu-dit le pont de Chantemer, la Jobe, et il s'est lancé dans le tressage. Cette entreprise, elle a vécu de manière artisanale jusqu'à la guerre de 40 où elle s'est arrêtée. La deuxième vie de l'entreprise a redémarré juste après la guerre. Mon grand-père a remonté toutes ces machines et il a continué la fabrication de tresses et de passementeries, de petits cordons. Mon père a fait ses études d'ingénieur dans les années 50 et après ses études d'ingénieur, il a eu l'idée de réorienter le savoir-faire du tressage traditionnel vers la fabrication de gaines isolantes pour l'isolation électrique. Ses premiers clients, au début des années 60, lui ont demandé de fabriquer des fils électriques qui résistaient à la température comme les gaines isolantes qu'ils leur vendaient pour alimenter les sorties de bobinage dans les moteurs et les résistances électriques dans les premières cuisinières électriques. Et la gamme de gaines isolantes s'est développée en même temps que la gamme de fils électriques qui était principalement sur le créneau des applications pour haute température. L'entreprise s'est développée. Mon père s'est installé à Ambert en 71 parce que l'usine de Repote devenait trop petite. L'entreprise a continué à se développer. En 1976, mon père Michel a créé notre première filiale dans les tuyaux flexibles tressés pour le sanitaire, la robinetterie, le chauffage et le génie climatique. Et j'ai rejoint l'entreprise après mes études en 1985. On a développé en interne un certain nombre de gammes de produits qui ont trouvé leur application dans d'autres secteurs. Début des années 90, on a sorti une gamme de câbles résistants au feu pour les installations électriques dans les bâtiments recevant du public et dans les immeubles de grande hauteur. On a élargi nos gammes vers des câbles spéciaux pour des applications très diverses, telles la construction électrique, la construction navale, l'aéronautique, la construction ferroviaire. Vous avez vu dans nos ateliers, on fait de la chimie, on fait du compoundage, donc du métier de caoutchoutier, on fait encore et beaucoup de tressage, puisque c'est notre métier d'origine. On fait de la métallurgie, on travaille les métaux, on fait de la câblerie, de l'extrusion. Très clairement, on continue à se positionner comme câblier de spécialité partout dans le monde. Aujourd'hui, on a 12 usines, 3 à l'étranger, une en Tunisie, une en Espagne et une aux États-Unis, dans le Connecticut. Toutes nos usines françaises sont en Auvergne-Rhône-Alpes. On emploie 370 personnes à Ambert, sur un total de 1100 personnes pour l'ensemble du groupe. Et aujourd'hui, on a une spécialité, les fils et câbles isolés en élastomère de silicone. Dans le monde des fabricants de fils et câbles isolés en silicone, on est les premiers. On a une longueur d'avance sur pas mal de nos concurrents. Je vois l'avenir toujours en me disant qu'il reste plus à faire que ce qui a été fait.
Il ne faut jamais s'asseoir sur un acquis, il faut toujours essayer de se projeter. Et on a toujours beaucoup de projets de développement, d'amélioration de notre organisation. On cherche aussi à s'entourer de compétences. Et les jeunes ingénieurs qui rentrent chez nous feront l'entreprise de demain. C'est ce qu'on espère et on y travaille. Je suis forcément fier de ce qu'on a réalisé, mais c'est une réussite collective. Et cette réussite, elle s'appuie sur l'implication, les compétences et certainement à quelque part les valeurs qu'on a essayé de faire vivre tout au long de ces générations. C'est une aventure collective parce qu'une aventure humaine.